Bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78. Nous reviendrons aujourd'hui sur l'histoire de Saint-Cyr. L'école, l'établissement scolaire Jean Jaurès fête ses 100 ans, un siècle d'histoire et une exposition proposée par une association locale dont les responsables sont en plateau. Et puis, l'espace Rambouillet fait appel à une société yvelinoise, Canopé, pour réaliser des prises de vue de son parc à l'aide, vous le voyez, de drones. Retour sur le succès de cette entreprise locale. Et comme chaque vendredi, retour sur l'essentiel de la semaine, journée du don du sang, journée de mobilisation contre les violences aux personnes âgées et ouverture du bac 2015 également. Nous y reviendrons en seconde partie de ce journal. C'était ce vendredi matin en préfecture. Les pompiers à Versailles, les pompiers yvelinois réunis à l'occasion d'une cérémonie de commémoration pour les hommes tombés au feu. Le département qui compte 42 casernes pour près de 100 000 interventions par an. La cérémonie a été suivie d'une remise de médailles, le tout en présence d'élus et de représentants des casernes donc du département. Chaque année, la France honore les corporations qui s'investissent. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des sapeurs-pompiers et donc un rappel des valeurs du corps départemental des sapeurs-pompiers, de celui des Yvelines et surtout un instant de mémoire aux sapeurs-pompiers décédés en service. Cette année, c'est une double reconnaissance puisqu'effectivement, de manière en rotation, l'Île-de-France, les sapeurs-pompiers de l'Île-de-France participeront, au défilé du 14 juillet. C'est réellement, essentiel parce que ça positionne les sapeurs-pompiers dans l'institution française de manière générale, c'est une reconnaissance. Et cette année, c'est l'Île-de-France et c'est le plus beau département d'Île-de-France, les Yvelines, qui vont assurer, non ça, il ne faut pas le dire à mes collègues, qui vont assurer, le commandement du bataillon. Social et les agents du conseil départemental des Yvelines qui ont débrayé aujourd'hui donc à la sortie de l'assemblée départementale pour en cause la position des élus sur le découpage du département et la répartition des effectifs. 311 emplois ont été supprimés en 2 ans. Les syndicats CGT FO soutiennent cette action des agents qui seront en grève le 30 juin prochain. On écoute la déléguée Force ouvrière, c'est au micro de William L. On va vers une suppression du département. On va vers une imprécision complète du service départemental. On ne sait pas du tout comment il va structurer. Et on voit bien qu'il va y avoir des communautés d'agglomération qui seront plus ou moins bien dotées, plus ou moins bien, qui auront des services plus ou moins structurés, cohérents et dotés de moyens. Donc en fait, là, le dossier qui nous est présenté ne nous permet pas du tout de vérifier comment va être répartis les moyens et surtout sur quels éléments. Donc nous continuerons, étant donné que le conseil départemental vient de voter ce budget et vient également de débattre sur le sujet de la réforme territoriale, qu'il ne change pas d'avis, qu'il continue, il poursuit dans cette direction. Une société qui ne connaît pas la crise Canopé dans les Yvelines, elle propose d'utiliser des drones pour réaliser des prises de vue inédites. C'est à l'espace Rambouillet que nous les avons suivis puisque le site vient de faire appel à ses services. Florane Parfait et William L pour les images. Avez-vous déjà vu l'espace Rambouillet sous cet angle? La forêt vue du ciel à plusieurs centaines de mètres du sol, des images inédites. Pour les réaliser, le parc a fait appel à l'entreprise Unimontaine Canopé, une façon de promouvoir le site naturel avant l'été. L'idée, c'est de mettre le visiteur au cœur de ces petits films, d'avoir du mouvement dedans, donc de susciter, on va dire, de donner une image des émotions qu'on pourra vivre. Je vais faire une rotation autour de l'arbre là. Je vais refaire des plans autour de cet arbre là. 3 mois de tournage ont été nécessaires à Édouard Janier et son équipe pour réaliser ces films sur le parc, la fauconnerie et les grands animaux visibles dans la forêt. 3 mois finalement c'est assez court, sachant que c'est pas 3 mois pleins. C'est 3 mois avec une journée de tournage, 2 journées de tournage par semaine. Et puis souvent des tournages qui se prévoient la veille parce que la météo est bonne et qu'il faut qu'on en profite. Peu de temps pour couvrir les 250 hectares du site. Dans les Yvelines, il existe plusieurs parcs de ce type, alors il faut se démarquer et communiquer. 100 000 visiteurs visitent chaque année l'espace Rambouillet qui espère attirer de nouveaux curieux. Pour ce tournage commandé par l'ONF, Canopé a utilisé plusieurs drones ainsi que son camquad, une technologie qui a convaincu le parc naturel. Du coup, je pense que pour mettre en valeur des sites comme les nôtres ici, c'est un outil qui est vraiment génial, qui peut se comparer anciennement à l'hélicoptère, mais heureusement avec des coûts qui ne sont pas ceux des hélicoptères, quoi. Si ça avait été une option hélicoptère, je ne pouvais même pas prolonger la discussion plus de 2 secondes, quoi. C'est pas dans nos moyens et dans le budget. Donc c'est une manière vraiment de démocratiser ce type d'image. Environ 1 200 € la location d'un drone pour la journée contre 2 500 € de l'heure pour un hélicoptère. La différence de prix est de taille. Pourtant, un tournage avec des drones ne s'improvise pas. En fait, vous allez marcher le long, côté soleil, le long de l'ombre.
D'accord. Moi, je vais vous prendre Face sur au le soleil, côté tu veux comme dire. ça. Ouais, face au soleil, je vais vous prendre sur le côté comme ça. D'accord. Et je vous dis quand c'est bon. On a énormément d'obstacles. On a des perturbations de vent aussi qui sont liées au relief et aux différents arbres. Donc chaque décollage est très particulier, c'est très, très différent les uns des autres. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien d'anodin. En fait, quand on fait décoller un drone, on vérifie tout à l'avance. On a passé 10 minutes là à vérifier qu'il n'y avait pas une branche qu'on n'avait pas vue ou une zone qu'on n'avait pas identifiée. Là, on est obligé de scénariser aujourd'hui parce qu'on filme avec un drone. Donc pour des raisons de sécurité, il faut que les gens qui sont là soient des habitués, parce qu'ils se font survoler par un drone, ce qui n'est pas anodin. Et puis, il faut qu'on cale tout pour savoir exactement où le drone va passer, comment ils doivent réagir en cas de problème, etc. Un travail payant pour l'entreprise qui s'est lancée dans la prise de vue avec des drones l'année dernière, en plus de son activité de communication. Avec ses différents moyens techniques et de production, le concept proposé par Canopé séduit les acteurs du territoire. L'entreprise vient de signer plusieurs contrats avec des acteurs économiques importants comme le Crédit Agricole. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais pas lié à la crise ou à quoi que ce soit, mais lié juste à la météo. Donc depuis qu'il fait beau, depuis un mois à peu près, on vole beaucoup, on tourne beaucoup, on fait beaucoup d'images. Et on se rend compte qu'on a bien fait de se diriger dans ce sens-là et la façon dont on le fait semble fonctionner. Donc c'est plutôt positif. Ouais. Avec la saison estivale, Édouard Janier espère multiplier les tournages. C'est le moment pour Canopé de prendre de la hauteur. Vie locale, depuis le 12 avril, la commune de Montigny, le Bretonneux, dispose d'un nouveau marché. Même s'il est encore restreint, ses commerçants accueillent les clients tous les dimanches à partir de 8h30. Mélanie Poquet. C'est un marché qui revit depuis maintenant 2 mois. La place Jacques-Cœur à Montigny, le Bretonneux, accueille une dizaine de commerçants. Vous venez souvent ici ? De temps en temps, en fait, plus depuis que c'est le marché bio d'ailleurs qu'avant. Je suis contente, oui, surtout qu'a priori c'est des produits, pour certains c'est des produits bio. Donc on n'a pas toujours la possibilité d'aller sur des marchés bio, sur Versailles ou autre. Le bio, donc, l'une des particularités de ce marché voulu par la commune de Montigny. Un argument pour attirer le client. Ils sont attirés, mais il faut leur parler, il faut leur présenter, il faut leur tout simplement leur expliquer ce qu'on fait et notre production et aussi parce qu'ils sont un petit peu perdus. C'est l'avenir aussi, c'est l'avenir. Tout le monde va vers l'environnement sain, la nourriture saine, parce que si on s'imagine qu'est-ce qu'on est en train de manger. Les commerçants proposent leurs produits tous les dimanches de 8h30 à 13h. Invité à présent, l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Cyr, l'école, pour un événement sur la commune, les 100 ans de l'école Jean Jaurès. Je reçois Jean Rose, le président, et Jean Garçon, son trésorier. Bienvenue en plateau à tous les deux. Samedi et dimanche de 10h à midi, puis de 15h à 18h, présentation notamment d'une exposition dans les locaux. On y trouvera quoi dans cette exposition? Qui me fait une petite présentation? Alors, dans cette exposition, vous allez trouver la reconstitution d'une classe d'autrefois, avec le vieux mobilier. Vous savez, ces vieilles tables avec les encriers en porcelaine blanche, etc. Vous retrouvez le bureau du maître, disons de l'instituteur, et puis il y aura un tableau noir sur lequel on va inscrire la leçon de morale, si nécessaire actuellement pour nos enfants. Ça revient à la enfin, vous allez retrouver. Ensuite, il y a plusieurs panneaux d'exposition qui retracent toute l'histoire de l'école Jaurès, tout en on ne néglige pas l'école précédente, c'est-à-dire qui se tenait dans l'ancienne mairie, et qui a été malheureusement détruite pendant la guerre. Alors il faut dire que cette école Georges Jaurès, qui a été construite en 1915, on la doit au fait que l'école militaire hébergeait 2 classes de garçons, et il a fallu la quitter, bien sûr, par l'apport de nouveaux militaires, puisqu'on était en guerre. Et il a fallu donc construire cette école Jaurès. C'est donc actuellement la plus vieille école de Saint-Cyr. Et donc, cette année, on fête son 100e anniversaire. Voyage dans le temps pour cette période, pour ce week-end. Il y aura même une kermesse organisée avec des jeux d'antan. Alors, voilà, tout à fait. C'est ça. Quel type de jeu alors?
Disons que cette partie-là, c'est la directrice de l'école Jean Jaurès, Madame Gans, qui gère avec les parents d'élèves. D'ailleurs, pour notre association, on a eu la chance d'avoir la participation de Madame la directrice et des instituteurs. Parce que ce que Jean n'a pas quand même dit, c'est que pendant toute la semaine, on va laisser l'accès libre aux instituteurs et institutrices pour pouvoir travailler avec les enfants dans cette ancienne classe. Donc avec l'encre violette, avec des cahiers de l'époque, on a même édité des bons points, des images. Vous voyez, essayer de... Mais comment vous avez travaillé justement pour collecter aussi ce matériel? C'est plus d'un an de travail. C'est plus d'un an de travail. Et là, on a la chance d'avoir une association Histoire d'école que je tiens aussi également à remercier, qui est à Elancourt, qui nous prête entre guillemets, on va dire, parce que bon, ça a quand même un certain prix, toutes ces choses-là. Donc, c'est la municipalité d'ailleurs qui se charge de transporter le matériel et qui va payer cette location de matériel. Donc, on a cherché un peu partout, et cette association nous a donné, bien sûr, énormément de matériel, prêté, pas donné, prêté du matériel, les plumes, les porte-plumes, les crayons, on a également un poêle Godin, on a, vous voyez, un peu toutes les choses qu'on avait à cette époque-là, en 1915, dans une école, dans une classe. Ce sera l'occasion pour les élèves qui sont scolarisés actuellement de découvrir comment ça se passait avant eux sur les générations précédentes de leurs grands-parents. Mais j'ajouterais aussi que les anciens Saint-Cyriens, même ceux qui ont fréquenté cette école, ça va leur rappeler beaucoup de souvenirs de cette époque. C'est ouvert à tous d'ailleurs pour cette exposition, les manifestations organisées ce week-end, ou ce sera uniquement interne à l'école Non, c'est ouvert à tout le public et on prolonge sur le week-end d'après où le samedi, nous allons organiser des dictées du certificat d'études pour les adultes le matin et des dictées de CM2 pour les enfants l'après-midi. Pour ceux qui veulent s'inscrire et qui veulent participer. Mais ce qu'on voulait surtout, nous, c'est de faire participer les instituteurs et institutrices et les enfants. On a également réalisé toute une exposition de photos de classe qui remonte de 1925, en gros, à nos jours, où on demande aux gens, s'ils ont des souvenirs, d'écrire les noms qui manquent sur ces tableaux-là. S'ils se reconnaissent sur une photo, de donner leur nom. Voilà. Il y en a qui se sont manifestés justement à l'occasion de cet anniversaire, des anciens élèves de cet établissement. Mais cette opération scolaire, ça fait depuis un bon moment qu'on s'en occupe. Et voilà, au forum par exemple, ou à d'autres gens. Et alors, j'ajouterais, c'est un peu de la publicité, c'est qu'à cette occasion, l'ancien directeur de cette école, M. Buffet, a travaillé sur les archives de l'école, ce qui lui a permis d'écrire ce livre. Alors, vous présentez juste devant vous, je vais vous l'emprunter pour le montrer à la caméra. Livre, merci. Voilà ce livre qui sera mis en vente. Alors, il retrace toute l'histoire de l'école Jaurès. Centenaire de l'école Jaurès. Et puis, il y a une deuxième partie qui est réalisée par Jean Guerson et M. Buffet, avec qui j'avais déjà écrit un autre livre qui était celui de l'histoire, la naissance de Saint-Cyr. À travers sa paroisse. Voilà, je vais continuer ma présentation. Vous voyez, ça ne sert pas à rien. Qui sera aussi en vente. Il sera possible de se procurer ces deux ouvrages. Donc on pourra se procurer cela. Il y aura aussi un diaporama qui sera projeté. Il y aura un DVD réalisé par Jean Guerson et Chenu qui sera mis en vente. Alors c'est sur l'école Jaurès, principalement. Donc il sera intéressant. À mon avis, ce sont des souvenirs inoubliables pour beaucoup. C'est comme je dis, dans une ville, il y a 3 personnages qui sont importants. Il y a le maire, évidemment, il y a le curé, et il y a l'instituteur et l'institutrice. Et même, ça va plus loin, il y a les copains et les copines. Moment particulièrement important, c'est certain. Par rapport à ces ouvrages, ça m'amène à parler du travail de votre association, parce que votre association n'a pas travaillé uniquement, n'a pas été constituée pour travailler sur le centenaire de cette école. Cette association, elle est née à cause de la Révolution française, du bicentenaire de la Révolution française qu'on a célébré, et donc elle est née en 1989. C'était un peu à la demande de l'État. Il fallait que les communes, tous les villages, tout ça, célèbrent cet anniversaire. Bon, alors l'association s'est créée
Et puis, une fois les commémorations faites, qu'est-ce qu'on fait? On la dissout ou on continue? Mais on avait tellement passionné les gens qu'on s'est dit, mais il y a beaucoup à faire sur Saint-Cyr. Parce que Saint-Cyr, les gens ne connaissent pas son passé. Ils connaissent le lycée militaire et la fondation de Madame de Maintenon. Si on cherche un ouvrage, à l'époque, quand je suis arrivé à Saint-Cyr, quand j'ai voulu chercher un ouvrage sur l'histoire de Saint-Cyr, je ne suis tombé que sur ces deux ouvrages-là. Bon, j'ai eu des relations avec le fondateur du musée de Saint-Cyr, le colonel Millet, qui a ensuite terminé sa carrière aux archives départementales. Donc voilà. Alors, notre mission, elle a donc été, on va ressortir le passé. Ressortir le passé, et petit à petit, on grignote ce passé. Et vous êtes combien aujourd'hui? Quels sont les différents champs d'action sur l'association? Aujourd'hui, on est 17 adhérents à l'association, mais on a beaucoup de gens, si vous voulez, qui ne sont pas forcément adhérents, mais qui répondent présents quand on cherche des documents, parce que l'intérêt, c'est effectivement d'aller chercher dans les archives. Mais les archives, c'est très compliqué, c'est très long. On y passe des journées entières pour malheureusement pas trouver grand-chose des fois. Alors que sur la population de Saint-Cyr, on a énormément de gens qui ont des documents ou des anecdotes. Et on a plusieurs occasions de les rencontrer. Et on essaye de collecter ces documents. Alors on les garde pas, bien sûr. On les scanne et on les rend. Parce que là, on travaille sur cette école, mais on a travaillé sur beaucoup d'écoles. On a travaillé sur les rues principales, par exemple, de la ville, où on a fait des sets de tables. On a fait des cartes de fin d'année, si vous voulez, sur les différentes rues. Il y a une vraie demande justement de la population pour connaître l'histoire de la commune, parce que quelquefois on explique qu'il y a un petit détachement, que les gens ne se soucient pas trop. Que ça soit les jeunes ou les anciens, parce qu'on avait déjà édité 2 DVD sur ce qu'on appelait la promenade de Saint-Cyr-l'École. On se promène à pied dans les rues de Saint-Cyr et on a projeté ces 2 DVD au cinéma de Elsa Triolet à Saint-Cyr gratuitement. On a fait 5 séances et on a rempli la salle à chaque fois. Et que ça soit avec des personnes anciennes ou des nouvelles, parce que Saint-Cyr s'agrandit énormément à l'heure actuelle. Oui. Et vous avez tous les jeunes qui viennent et qui s'installent à Saint-Cyr qui ont envie de connaître ce qu'il y avait à la place de leur immeuble ou les connaissances. Donc on rencontre ces gens-là et on a travaillé d'ailleurs pour des copropriétés, si vous voulez, qui s'installent. On a un immeuble où la personne elle nous a dit, moi, je voudrais connaître l'histoire de mon immeuble, ce qu'il y avait avant. Donc il y a eu la piscine, après avant il y avait le marché. Vous voyez, et pourquoi pas l'école Jaurès aussi? Et ça, ce sera ce week-end. Voilà, centenaire. Ce sera le 100e anniversaire de cette école Jaurès. Les témoins que j'ai pu avoir, enfin des témoins ou des témoignages importants, ce sont ceux de résistants. Bon, maintenant ils sont décédés. Je citerai Pierre-Jean Cavet, qui a été un grand résistant, et avec Saint-Cyr, avec d'autres bien sûr, parce que Saint-Cyr quand même, alors Histoire et Patrimoine a eu une mission, d'abord l'appel des victimes, des anciennes victimes. Allez-y brièvement, parce qu'on va être pris par le temps. On n'a rien pour commémorer les victimes de la guerre, et l'association a fait ériger une pyramide qui se trouve place de la République à leur mémoire. Et on a pu la financer par souscription. Vous voyez. Ensuite, il y a eu d'autres trucs, mais c'est ça la principale. Ou bien la redécouverte que j'avais faite de la croix de guerre avec Pam, qui avait été décernée en 1950, cachée par les municipalités de l'époque, et qui est réapparue en 1994, où là, il y a eu une célébration à Saint-Cyr avec l'école militaire. Et il y aura d'autres célébrations, notamment ce week-end pour les 100 ans de cette école Jaurès. Et c'est ouvert à tout le monde, pas uniquement aux habitants de Saint-Cyr-l'École. Merci à tous les deux. On poursuit ce journal. On a pris un petit peu de retard avec l'essentiel de la semaine. Et dans l'actualité de cette semaine, la mobilisation dans le cadre du don du sang à la veille des grandes vacances, l'établissement français du sang qui tire la sonnette d'alarme. Une nouvelle fois, les stocks seront particulièrement serrés sur notre secteur. C'est ce que nous a notamment expliqué le docteur Denis Pagès sur ce plateau lundi. Assez intéressant. Par exemple, la partie est de Paris fonctionne bien pendant les vacances d'été. Probablement parce que les gens ont moins d'argent pour se déplacer. Et bien moi, je demande aux gens cet été, et notamment dans les 2 premières semaines d'août, s'ils voient une collecte, mobile,
ou s'ils veulent être au frais, téléphoner à un site fixe, parce que dans le site fixe, on fait aussi du don de sang total, et puis venir donner pour éviter qu'on soit dans l'obligation, une nouvelle fois, de faire des appels aux dons, ce qui est désagréable, et ce qui n'est pas forcément flatteur pour l'établissement français du sang. On vient d'entendre à la fin de ce reportage seulement 3% des franciliens qui sont donneurs. C'est très peu, ça s'explique comment? Et est-ce que c'est propre à notre région aussi? Alors, c'est propre à la structure de la région. C'est-à-dire qu'on a des problèmes identiques en Californie, on a Düsseldorf, on a Hambourg. C'est lié au fait que dans les mégalopoles, les gens font énormément de transport et qu'ils sont moins disponibles qu'en province. Ça, c'est le premier point. Et puis, on a moins d'associations de donneurs de sang bénévoles. C'est-à-dire qu'on peut quasiment en avoir autant en Ile-de-France que dans certains départements de province. Voilà, ces gens-là nous aident beaucoup. Et tout ça conduit au fait que même en dépensant beaucoup d'argent pour la communication, en tout cas sur l'Île-de-France, on n'arrivera pas à obtenir plus de 75% des donneurs potentiels théoriques. Autre sujet que nous avons développé cette semaine, la journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées. En plateau, mardi, l'association gérontologique des Yvelines, Laurence Dumas, psychologue, coordinatrice, évoquait le silence qui règne encore aujourd'hui sur cette question. C'est un sujet difficile, les personnes ont du mal à en parler, même si elles en parlent de plus en plus. Et les professionnels et les particuliers ont encore du mal à en parler. Et quels sont les types de maltraitance que vous recevez dans le département des Yvelines? C'est comme au niveau national? Comme au niveau national, des maltraitances physiques, psychologiques, financières, c'est généralement les trois plus statistiquement représentés. Également des maltraitances médicales, ce qu'on appelle la privation de citoyenneté ou la violation des droits élémentaires. Et puis tout ce chapitre des omissions, c'est-à-dire les négligences aux personnes vulnérables. Je parlais de ce service qui a été lancé, ces appels téléphoniques. Quel bilan on peut en faire dans les Yvelines, justement? Le bilan, alors depuis 2000, l'association a passé un contrat avec le Conseil général pour cette mission de lutte contre la maltraitance. Donc de plus en plus de dossiers, de plus en plus de personnes, y compris les victimes elles-mêmes, qui appellent, avec bien sûr des proches et des professionnels également qui signalent de plus en plus les maltraitances. Combien d'appels en moyenne? En moyenne, 250 appels annuels. Toutes nos éditions, tous nos reportages sont à retrouver dès à présent sur le site internet tvfil78.com. Pour terminer cette édition, un mot de l'invité de l'hebdo politique de nos confrères de Radio Sensation. Nicolas Kirillovitz recevra dimanche à 18h Constance Legris, députée européenne d'Île-de-France, Les Républicains. Il sera notamment question de la création par Marine Le Pen, autre députée européenne mais de la région nord-ouest, d'un groupe parlementaire. Écoutez cet extrait. Marine Le Pen a réussi à créer un groupe au Parlement européen baptisé Europe des Nations et des Libertés. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce groupe? Est-ce que c'est bon pour la démocratie ou pas? Ça m'inspire beaucoup de tristesse, je dis les choses très franchement. Je suis au regret de dire que je déplore tout à fait qu'avec la création de ce groupe, puisque Madame Le Pen a réuni les conditions, au minimum 25 eurodéputés et au minimum 7 nationalités, avec la création de ce groupe parlementaire ici au Parlement européen. Les élus du Front National, à commencer par Madame Le Pen et son plus proche entourage, vont bénéficier d'une manne financière importante, voilà, dont on sait très bien qu'elle ne va pas intégralement être consacrée à investir le travail législatif, le travail parlementaire, le travail politique ici au sein de l'Assemblée parlementaire européenne. Je rappelle quand même que la quasi-totalité des élus du Front National dans la dernière campagne électorale européenne, non seulement avaient les positions que l'on sait, mais ça c'est la démocratie et je ne vais pas dénier aux gens le droit d'exprimer leurs opinions, même si quelquefois ils les expriment de manière assez braillarde, je dirais, mais dénier au Parlement européen même toute légitimité en disant que ça servait à rien, cette espèce de machin issu du suffrage universel direct, et que c'était beaucoup mieux de revenir à un système avec des délégations de députés nationaux, blablabla, etc. Donc ils contestent la légitimité même de l'institution, dont pourtant ils vont prendre beaucoup d'argent. L'hebdo politique en intégralité sur Radio Sensation ce week-end. C'est la fin du journal. Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine d'actualité locale. Excellent week-end dédié bien évidemment à la musique.